Bonsoir à tous. Donc, je vais prendre la suite. Je voudrais commencer par remercier Françoise Combe et le Collège de France de m'inviter à parler ici devant vous. C'est un grand honneur pour moi de parler au Collège de France et surtout après Françoise. Donc, je vais évoquer avec vous l'inflation cosmologique qui est ce dont Françoise Combe a parlé dans la dernière partie de sa présentation. Donc, je vais redire en partie certaines choses qu'elle a dites, en essayant d'entrer quelquefois un peu plus dans les détails, et pour aller vers une thématique qui a été associée à celle de l'inflation depuis quelques années maintenant, qui est celle des trous noirs primordiaux. Et vous verrez qu'elle est connectée à celle du secteur sombre et en particulier à la matière noire. Alors avant de commencer, je voudrais juste rappeler que tous les résultats que je vais évoquer devant vous aujourd'hui sont des résultats récents, la raison étant que la cosmologie et l'astrophysique sont des disciplines récentes. Là, vous avez une image de la galaxie dans laquelle nous vivons, la Voie lactée. Nous, on vit dans un système stellaire qui est relativement en périphérie de cette galaxie, et le nombre d'étoiles maximum qui est visible à l'œil nu la nuit, c'est environ 3000. Et ces étoiles sont comprises dans un petit volume qui est représenté par le cercle jaune ici, qui est centré sur vous, ce qui veut dire que, à moins que vous ayez des instruments optiques très performants, avec votre simple œil, vous ne pouvez pas voir l'univers au-delà de la galaxie, et donc vous ne pouvez absolument pas sonder d'autres galaxies que la nôtre, et a fortiori, vous ne pouvez absolument rien dire de la structure de l'univers sur des échelles qui sont plus grandes que celles de la galaxie. Jusqu'il y a un siècle, on ne savait pas vraiment qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre, et donc il a fallu attendre relativement récemment pour pouvoir sonder l'univers sur ces grandes distances. Il a fallu aussi attendre des développements théoriques importants, notamment celui de la relativité générale, également au XXe siècle, pour avoir un cadre mathématique qui permette d'interpréter les mesures et qui permette de relier les observations aux propriétés physiques de l'univers, à la fois à son contenu en matière, en énergie, mais aussi à sa géométrie et à la façon dont l'univers s'étend. Donc je vous présente l'état de l'art tel qu'on le comprend aujourd'hui, mais comme toujours en science, cet état de l'art, il est provisoire, il est susceptible d'évoluer. Il y a un certain nombre de faits sur lesquels on est maintenant à peu près tous d'accord et qui sont, il me semble, tout à fait solides, mais d'autres choses qui sont plus spéculatives. Les trous noirs primordiaux font partie des aspects sûrement les plus spéculatifs que je vais évoquer. Donc je voulais commencer par cet avertissement que, évidemment, quand on parle de la recherche en train de se faire, il y a une partie dont on peut difficilement dire ce qu'il en sera dans 10, 20 ans ou plus. Donc je vais revenir très rapidement sur le modèle du Big Bang Show, qui est le cadre théorique dans lequel on comprend les observations cosmologiques aujourd'hui. Et puis je parlerai de ces deux thématiques, l'inflation cosmique, qui est une phase primordiale dans ce scénario, c'est-à-dire ce qui se passe au tout début, juste après le Big Bang, et je vais évoquer ensuite les trous noirs primordiaux. Alors je voulais repartir de cette loi de Hubble. Vous avez vu cette figure dans la présentation de Françoise Combe, qui représente la vitesse de récession sur l'axe des ordonnées et la distance sur l'axe des abscisses d'un certain nombre d'étoiles, avec cette relation linéaire, si on croit un peu, parce qu'en réalité les données, il y a une forte dispersion autour, mais qui montrait à l'époque, donc en 1929, la figure est tirée de l'article historique de Hubble, qu'il existe une relation linéaire entre vitesse d'éloignement et distance, avec un paramètre de Hubble qui était mesuré à l'époque de l'ordre de 500 km par seconde et par mégaparsec, qui est plus proche de 70, mais c'était dû à quelques erreurs de calibration à l'époque. Et donc cette loi de Hubble nous dit que l'univers est en expansion. Alors pourquoi est-ce que Hubble en a tiré et le maître surtout en ont tiré cette conclusion? On peut procéder par analogie, une analogie culinaire, on va dire, c'est presque l'heure de dîner, peut-être pas un dessert, mais si vous êtes gourmand, pourquoi pas. Donc imaginez que vous vouliez faire cuire un clafoutis chez vous, et comme vous êtes un peu psychorigide comme moi, vous placez les cerises de façon parfaitement régulière dans la pâte, donc vous en mettez une toutes les centimètres. Alors vous faites un gâteau à une dimension pour simplifier, et puis vous mettez dans un four qui n'a pas de bord, le plat n'a pas de bord, tout ça c'est un peu idéalisé bien sûr, cette analogie a des limites. Mais vous le placez au four 20 minutes, parce que 20 minutes, c'est le temps de cuisson du clafoutis. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que si vous avez mis des œufs, de la levure, de la farine dans la pâte va gonfler. Et par conséquent, là où vous aviez 1 cm de distance entre deux cerises consécutives au départ, quand vous sortez le plat du four, vous avez 2 cm. Et donc, vous pouvez tracer le diagramme de Hubble des cerises dans le clafoutis. Donc, si vous mettez une cerise de référence, qui est la cerise C, que je place au centre de mon système de coordonnées, si je regarde par exemple la cerise D, donc la cerise D, elle se situe à 2 cm de la cerise C
en sortie du four. Donc je la place de 2 décades, de 2 graduations sur l'axe des abscisses. Et sur l'axe des ordonnées, je vais noter sa vitesse d'éloignement. Quelle est sa vitesse d'éloignement par rapport à la cerise C? En 20 minutes, elle s'est déplacée d'1 cm. Donc elle s'est déplacée d'une graduation 1 cm par 20 minutes. La cerise E, en revanche, à la fin de la cuisson, elle est à 4 graduations. Elle s'est déplacée de 2 cm par rapport à la cerise C, puisqu'elle est passée de la position 2 à la position 4. Et donc sa vitesse de récession, c'est 2 cm par 20 minutes. Vous pouvez faire pareil pour les cerises B et A, et vous retrouvez une loi linéaire entre la vitesse d'éloignement et la distance, qui est exactement la relation de Hubble. Donc cette relation de Hubble nous dit que les cerises, c'est un petit peu comme les galaxies dans l'espace. Les galaxies, elles ont une position fixe par rapport à la pâte, mais simplement la pâte, elle gonfle, comme l'univers qui s'étend, et vous retrouvez cette relation de linéarité. Donc ce qu'on dit en termes mathématiques, c'est que la distance physique en cosmologie, elle est égale à une constante qu'on appelle la distance comobile fois une fonction du temps, qui est le facteur d'échelle A de t, qui apparaissait dans les transparents de Françoise Combe également, et qui est une mesure de la taille de l'univers, si vous voulez. En tout cas, c'est le paramètre par lequel on calcule la mesure physique, la distance physique, à un instant t, en fonction d'une coordonnée de référence qu'on peut prendre à un instant initial, par exemple. Donc le fait que l'univers soit en expansion donne lieu à un modèle physique qui est celui du Big Bang Show, dans lequel l'univers s'étend à partir d'un point initial qu'on ne comprend pas trop, qu'on appelle Big Bang, mais c'est un terme un peu pudique pour dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment-là, et qui à partir de là s'étend, et donc en s'étendant se dilue, et donc devient moins chaud et moins dense. Donc, comme on connaît les lois de la physique et la façon dont la matière se comporte à différentes échelles d'énergie, on peut remonter le temps dans cet univers et prédire l'existence d'un certain nombre d'événements qui se déroulent en partant de l'époque actuelle, où l'univers est très peu dense, très froid, très dilué, et en remontant vers le passé, on a un univers de plus en plus resserré, de plus en plus chaud et de plus en plus dense. Alors il y a une des prédictions de ce modèle, qui est une des prédictions phares, qui est l'existence d'un fond diffus cosmologique, qui est simplement le fait de dire qu'à un instant, aux premiers instants, l'univers étant très chaud et très dense, les photons ne se propagent pas librement, donc dès qu'un photon est créé quelque part, il est immédiatement diffusé par une particule chargée ou absorbé dans un atome. Donc l'univers à ce moment-là est opaque, puisque la lumière ne se propage pas, en tout cas pas de façon libre. Et puis à un moment donné, l'univers devient suffisamment transparent pour que les photons n'interagissent plus avec les matières, se propagent en ligne droite. Et jusqu'à aujourd'hui, ces photons, ils ont continué de se propager en ligne droite sans jamais rien, sans que leur arrive jamais rien d'important, en tout cas en première approximation. Donc à cet instant où l'univers est devenu transparent et associé un fond de photons qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui est une prédiction de ce modèle et puis qui a été observé en 1925 par Penzias et Wilson, et donc qui a été un des éléments qui a renforcé la confiance que les physiciens avaient dans ce modèle du Big Bang Show. Alors une des propriétés remarquables de ce fond diffus cosmologique, c'est que c'est un rayonnement, c'est un bain de photons thermique, c'est-à-dire qu'il est à l'équilibre thermodynamique avec une certaine température, et vous pouvez pointer votre télescope dans différentes directions, vous allez recevoir des photons et regarder la température à laquelle ces photons vous arrivent. Et lorsque vous faites cette mesure, vous remarquez que la température est la même, exactement la même, peu importe la direction dans laquelle vous pointez votre télescope. C'est 2,7 degrés Kelvin dans toutes les directions. On dit que le rayonnement est parfaitement isotrope. Alors ça a posé un challenge sur lequel je vais revenir dans un instant. Il se trouve que, en plus de ce rayonnement à 2,7 Kelvin parfait, il y a des toutes petites fluctuations, mais qui sont vraiment très petites. Donc il a fallu un certain nombre d'années pour pouvoir les mesurer. Quand on retire cette valeur moyenne de 2,7 Kelvin, on obtient des fluctuations qui sont encodées par la couleur ici. Donc des points bleus, c'est des points plus froids, la température est un peu plus basse. Des points rouges, c'est des points un peu plus chauds. Il y a une grosse masse rouge au milieu, mais ce n'est pas le fond diffus cosmologique, c'est la galaxie, parce que le système de coordonnées ici, il est aligné avec le plan galactique. Donc c'est juste une pollution dans le plan galactique. À l'époque, dans les années 90, on ne savait pas bien comment le soustraire au signal. Ça, c'est une mesure qui a été faite par un autre satellite, WMAP, au début des années 2000. Vous voyez que la résolution angulaire de la mesure est bien meilleure. Et puis enfin, ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Donc c'est les mesures du satellite Planck. Vous voyez, il n'y a plus la barre rouge au milieu parce qu'entre-temps, on a développé des techniques pour retirer les avant-plans galactiques. Et la résolution de cette image est bien meilleure que les précédentes. Donc maintenant, on arrive à cartographier très précisément les petites fluctuations de température qui s'additionnent à cette valeur moyenne de 2,7 degrés. Et vous voyez que l'échelle de grandeur ici, c'est des micro-Kelvin, donc c'est quelques dizaines
10 puissance moins 6 Kelvin. Donc c'est des fluctuations en valeur relative qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5, hein, un 100 millième de la valeur moyenne en plus dans les zones rouges et un 100 millième en moins dans les zones bleues. Donc c'est des toutes petites fluctuations. C'est pour ça que c'était si difficile que ça à observer. Alors j'expliquerai d'où viennent ces fluctuations. Déjà, je reviens sur ce rayonnement quasi isotrope, 2,7 degrés dans toutes les directions. Ça pose un problème pour le modèle du Big Bang qu'on appelle le problème de l'horizon et qui, associé à deux autres problèmes, le problème de la platitude et le problème des monopôles, a donné lieu à cette idée d'inflation à la toute fin des années 70, tout début des années 80. Donc je vais revenir un peu sur le problème de l'horizon. Je vais moins parler des deux autres problèmes. Au début des années 80, les trois problèmes ont joué un rôle d'importance relativement semblable pour motiver l'inflation, mais aujourd'hui, a posteriori, c'est surtout le problème de l'horizon, je pense, qui est le problème qui demeure le plus. Et donc le problème de l'horizon, comme Françoise Combe l'a expliqué, c'est le fait que la lumière se propage à une vitesse finie, hein, qu'on a pu mesurer avec un grand degré de précision, ce qui veut dire qu'entre le moment où un photon est émis par une source et le moment où il arrive dans votre télescope ou dans votre œil, il a parcouru une distance qui est finie. Alors lorsqu'on fait le calcul, la distance entre la source et l'observateur mesuré aujourd'hui, donc c'est ce que j'appelle ce D0, 0 ça veut juste dire aujourd'hui, il est donné par cette formule qui fait apparaître évidemment la vitesse de la lumière, plus la lumière se déplace vite, plus la distance est importante, et puis une intégrale ici qui fait apparaître le facteur d'échelle. D'ailleurs, quelques équations dans les transparents qui suivent, pour ceux pour qui ça aide de comprendre ce dont je vais parler, mais pour ceux pour qui ça aide pas, et au contraire, ça a l'effet inverse, c'est pas très grave parce que je vais expliquer avec des mots, donc il ne faut pas trop se formaliser. Donc on a cette formule qui vous donne la distance physique entre une source et l'observateur à un instant t. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la distance maximale des objets que j'observe aujourd'hui. Si vous prenez votre télescope, vous pouvez observer des objets lointains dans le ciel. Au bout d'un moment, vous ne les voyez plus parce qu'ils émettent tellement, la lumière qui vous parvient est tellement faible que votre télescope ne les voit plus. Mais imaginez que vous avez un télescope super puissant avec un télescope parfait, d'accord, donc qui détecte absolument tout, même le moindre petit photon qui traîne. Quelle est la distance maximale des objets qu'ils pourraient voir aujourd'hui? Donc c'est donné par cette formule. Et alors vous voyez que le Big Bang, c'est un instant dans le passé où le facteur d'échelle est égal à 0, hein, la taille de l'univers tend vers 0. Et donc là, vous avez 1 sur quelque chose qui tend vers 0, donc normalement, ça diverge. Mais comme c'est l'intégrale d'une fonction qui diverge, pour ceux qui ont des souvenirs en maths, l'intégrale d'une fonction qui diverge, ce n'est pas forcément divergent. Donc cette quantité D0, elle peut être soit finie, soit infinie. Et ça a une importance physique, ça vous dit soit que vous avez accès à une partie finie de l'univers, en fait il existe une région finie autour de vous où vous pouvez voir des objets et le reste vous ne les voyez pas parce que la lumière n'a pas encore eu le temps de vous parvenir, ou alors au contraire, ce qu'on appelle cet horizon cosmologique, la taille de cette région que vous pouvez observer, elle est infinie et évidemment ça a des conséquences très différentes. D'accord ? Donc l'idée c'est qu'on veut calculer ici la distance au point le plus lointain d'où peut provenir la lumière que vous observez aujourd'hui. Alors, quand on fait le calcul dans le modèle standard de la cosmologie, vous avez, comme Françoise Combe le disait, une ère de radiation suivie d'une ère de matière, suivie plus récemment d'une ère où on commence à être dominé par la constante cosmologique. Ce qu'on trouve, c'est que dans ce cas-là, l'horizon cosmologique est fini. Donc, quand vous calculez cette intégrale ici, l'intégrale de la fonction 1 sur a de t, c'est fini. Vous pouvez représenter ça dans ce qu'on appelle un diagramme d'espace-temps, où ici j'ai fait un petit changement de variable pour la coordonnée temporelle, j'utilise ce qu'on appelle le temps conforme, je fais ce changement de variable juste pour faire en sorte que la lumière se propage en ligne droite, en faisant un angle de 45 degrés. Donc si vous êtes ici aujourd'hui et que vous regardez des photons qui vous parviennent de deux directions opposées, vous pouvez remonter à leur position, vous pouvez remonter à leur trajectoire dans le passé. Et si vous dites que, et donc la région de l'espace qui est comprise à l'intérieur de ce cône, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Donc des objets qui se trouvent à l'extérieur de ce trait jaune ici, par exemple un objet qui serait là, même s'il lance un photon de lumière au moment du Big Bang vers vous, ce photon il a une trajectoire comme ça, mais aujourd'hui il ne vous est pas encore parvenu. Il vous parviendra dans quelques millions d'années, mais aujourd'hui il ne vous est pas encore parvenu, donc vous ne l'avez pas encore vu. Donc il est à l'extérieur de votre horizon cosmologique. Alors le fond diffus cosmologique, lui, il a été émis à une certaine époque dans l'univers, que je représente ici schématiquement par une ligne verte. Et donc, si vous prenez deux points diamétralement opposés sur le fond diffus cosmologique, vous pouvez vous poser la question de quel est leur cône de lumière passé. Et vous avez ces deux cônes de lumière qui sont complètement déconnectés.
Donc ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où ces points vous ont émis de la lumière, il n'y a aucun processus physique qui a pu conjointement affecter les propriétés de l'espace ici et les propriétés de l'espace là, tout simplement parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de s'échanger un photon. Et comme il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière, en relativité générale, ça veut dire qu'aucune information a pu circuler depuis l'époque du Big Bang entre ce point-ci et ce point-là. Et par conséquent, les propriétés de l'univers, les propriétés physiques doivent être radicalement différentes. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se ressemblent, puisqu'ils n'ont jamais pu échanger d'informations. Il n'y a pas de mécanisme, par exemple, qui aurait pu rendre l'univers homogène, qui aurait pu amortir des fluctuations, je ne sais pas quoi, puisqu'ils sont causalement déconnectés. Or, quand on regarde le fond diffus cosmologique, si ça c'est la température, c'est la même température absolument partout. Et donc, comme le disait Françoise Comte tout à l'heure, la taille angulaire, si je prends une région, mon petit patch jaune de tout à l'heure, qui est un horizon cosmologique, qui fait une taille angulaire d'1 degré. Des patchs qui font 1 degré, c'est à peu près le diamètre angulaire de la Lune quand vous regardez la nuit. Et donc vous pouvez recouvrir le ciel de 45 000 patchs comme ça. Donc en fait, vous devriez voir le fond diffus cosmologique, 45 000 valeurs de la température complètement différentes, puisque c'est 45 000 patchs qui, à l'époque du fond diffus cosmologique, étaient déconnectés. Or, on observe exactement la même température. Donc ça ne prouve pas que le modèle est faux, mais ça prouve que c'est quand même un peu bizarre qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre à la main 45 000 fois la même valeur de la température dans l'univers, dans des régions complètement déconnectées. Donc soit vous croyez que c'est ça la solution, et je ne peux pas vraiment prouver que vous avez tort, soit vous cherchez une explication un peu plus esthétique sur le plan physique, et une des solutions qui a été proposée, c'est l'inflation. La question, c'est pourquoi la température est la même dans toutes les patchs. Alors l'idée, c'est que si on a une phase d'inflation, je vais définir ce que c'est dans un instant, en fait, on peut rendre cette intégrale ici divergente. Donc on peut faire en sorte que le facteur d'échelle, aux tout premiers instants, donc quand le temps va vers le temps du Big Bang, aille vers 0 plus vite, et donc rendre cette intégrale divergente. Donc dans ce cas-là, en fait, on étend cette coordonnée temporelle conforme, elle va vers moins l'infini au moment du Big Bang. Et là, ça explique que si vous prenez vos deux points diamétralement opposés sur le fond diffus cosmologique, quand vous tracez leur cône de lumière passée, ils s'intersectent. Et donc, s'ils ont été en contact causal, ça veut dire que vous pouvez espérer expliquer pourquoi est-ce qu'ils partagent la même température. Alors juste un tout petit point, après j'arrête il y a beaucoup moins d'équations par la suite, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une inflation ? Vous voyez que si vous dites que le facteur d'échelle va comme le temps à une certaine puissance, t à la puissance p, eh bien la fonction 1 sur t à la puissance p qui apparaît là, elle est non intégrable, ça veut dire l'intégrale diverge si p est supérieur à 1. Et donc ça c'est un résultat d'analyse. Et si vous prenez cette fonction a et que vous la différenciez deux fois par rapport au temps, une première fois il y a un p qui sort, deuxième fois il y a un p moins 1. Donc dire que p est plus grand que 1, c'est pareil que dire que a point point est positif. A point positif, c'est-à-dire la dérivée de a par rapport au temps est positive, ça veut dire que l'univers s'étend. A point point positif, ça veut dire qu'il s'étend mais de façon accélérée. Et une expansion accélérée, c'est la définition du terme inflation. Donc si on a une phase d'inflation cosmologique, alors on peut expliquer pourquoi est-ce que deux points opposés dans le fond diffus cosmologique sont en contact causal. Alors évidemment, une fois que cette idée a été proposée, donc au tout début des années 80 par Alan Guth et puis d'autres physiciens, André Linde, Paul Steinhardt, Alexis Starobinsky, la question ça a été de comprendre comment est-ce qu'on réalise concrètement cette inflation. Donc pour l'instant on n'a rien fait, on a un problème, on a expliqué que s'il y a une phase d'inflation ça le résout, mais on ne sait pas comment elle a lieu, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Donc à ce stade-là c'est juste une idée. Alors la raison pour laquelle c'est pas si trivial de réaliser l'inflation, c'est que vous pouvez établir une équation qui gouverne la façon dont ce facteur d'échelle croît dans le temps. Si vous avez une certaine théorie de la gravité, vous pouvez obtenir cette équation qui vous dit que A point point, c'est proportionnel alors à la constante de gravitation de Newton fois la densité d'énergie plus 3 fois la pression. Alors j'ai mis 3 fois la pression en rouge parce qu'en fait, si vous utilisez la théorie de Newton uniquement, gravité de Newton, vous avez juste le terme ρ, vous avez juste vous avez ρ, densité d'énergie associée à la masse, donc la densité de masse fois c au carré. Et en relativité générale, lorsqu'on utilise la théorie de Einstein, on a un terme supplémentaire qui ici fait intervenir l'impression. Et ce terme est absolument crucial pour l'inflation parce qu'on voudrait que A double point soit positif. Rho, c'est une densité d'énergie, donc une énergie, c'est positif. Comme il y a un signe moins devant, si je ne mets pas le 3P qui est là, j'ai toujours A double point qui est négatif, ce qui est relativement intuitif parce que la gravité étant une force attractive,
Même si vous avez un mouvement d'expansion initialement, comme les objets s'attirent les uns les autres, on a plutôt envie de dire que ça devrait décélérer, voire au bout d'un moment, les objets devraient se réattirer et l'univers devrait se recontracter. Donc ça, c'est ce que vous dit cette équation si vous ne mettez pas le terme de pression. Mais grâce à ce terme de pression qui provient de la relativité générale, peut-être qu'on peut avoir à double point positif. La seule déconvenue, c'est qu'il faut quand même un terme de pression négative. Pour avoir à double point positif, à cause du signe moins devant, il faut que le terme de pression, lui, soit négatif. Donc il faut quand même un fluide un peu exotique, qui ait une pression négative, et il faut la relativité générale. Mais si jamais on a ces deux conditions, alors peut-être on peut avoir une phase d'inflation. Donc un fluide ordinaire ne va pas remplir cette condition. Un fluide ordinaire, ça a bien sûr une pression positive. La pression au sens thermodynamique, c'est toujours une quantité positive. Qu'est-ce que je veux dire par pression négative ici? En fait, il faut se rappeler que l'inflation, comme c'est une phase qui a lieu dans l'univers très très jeune, c'est une phase qui se déroule à des énergies qui sont extrêmement élevées. Alors, on ne connaît pas l'échelle d'énergie pendant l'inflation parce que c'est soumis à des incertitudes expérimentales qu'on n'a pas encore levées. Mais disons que les modèles un peu évidents, enfin les modèles les plus simples d'inflation prédisent que l'inflation a lieu à des énergies qui sont de l'ordre de 10 puissance 14 gigaélectronvolts. Par comparaison, au LHC, donc l'accélérateur de particules qui est le plus performant aujourd'hui, on arrive à monter à des énergies de l'ordre du TeV, donc 10 puissance 3 électronvolts. Là, j'ai dit 10 puissance 14 électronvolts. Donc c'est 10 puissance 13 ordre de grandeur au-delà. Donc c'est très 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 haute énergie. Alors ce que ça veut dire, d'une part, c'est qu'on ne connaît pas du tout la physique à ces échelles-là. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de spéculations qui sont autorisées. On ne connaît pas les particules qui, de façon effective, composent la physique à ces échelles d'énergie si énormes, puisqu'on ne les a jamais testées dans des accélérateurs de particules. Ça, c'est la façon de voir le verre à moitié vide. La façon de voir le verre à moitié plein, c'est de dire que mais grâce à l'inflation, je vais pouvoir apprendre des choses sur la physique à des échelles d'énergie que je ne peux pas sonder dans les accélérateurs de particules, ni aujourd'hui, ni demain, ni pendant très longtemps, parce que quand même gagner 10 puissance 13 ordre, un facteur 10 puissance 13 sur les énergies dans les accélérateurs de particules, ça va prendre beaucoup de temps. Et c'est peut-être d'ailleurs même impossible, en tout cas en gardant les mêmes technologies. En tout cas, ce que la physique nous a appris, c'est qu'à haute énergie, la matière ne doit pas être décrite avec des fluides, mais elle doit être décrite avec des champs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ? Un champ, c'est une fonction de l'espace, en termes mathématiques, c'est une fonction de l'espace et du temps qui, à chaque point de l'espace et à chaque instant, vous renvoie quelque chose. Alors, si ce quelque chose qu'elle vous renvoie, c'est un nombre, on appelle ça un champ scalaire. Si c'est un vecteur, donc une petite flèche, on appelle ça un champ vectoriel. Mais cette notion de champ, elle est présente en physique, même sans faire ce qu'on appelle de la théorie des champs. Ici, je vous ai mis une animation d'hydrodynamique où vous avez un bac rempli d'un fluide très très chaud, et puis on ouvre un robinet en haut et on fait couler de l'eau froide. Et donc là, vous avez la façon dont la température dans le bac évolue dans le temps. Donc les zones bleues, c'est les zones froides parce qu'elles sont sous le robinet. Et puis les zones rouges, c'est les zones qui restent chaudes. Et vous voyez la température qui s'homogénise petit à petit. Donc là, vous avez un exemple d'un champ scalaire, puisque à chaque emplacement dans le réservoir et à chaque instant, eh bien, vous avez la température, qui est un nombre. Donc à chaque instant et à chaque endroit, je vous donne un nombre qui est la température. C'est ce qu'on appelle un champ scalaire. Ici, vous avez un autre champ scalaire à gauche qui est la valeur de la vitesse, le module de la vitesse du fluide à cet endroit-là. Et puis, vous avez la pression à droite. Donc là, il y a 3 exemples de champs scalaires. La vitesse, la température, la pression. Donc des champs scalaires, ça existe en physique depuis très longtemps. L'idée de la théorie des champs, c'est de dire qu'en fait, à un niveau fondamental, les particules peuvent être décrites en termes de champs scalaires, alors qu'ils ne sont pas, bien sûr, la température et la pression, qui sont des champs thermodynamiques, mais véritablement, au niveau fondamental, les degrés de liberté fondamentaux de la physique sont décrits par des champs. Alors ici, je vais considérer un champ scalaire. Pourquoi est-ce que je considère un champ scalaire? C'est parce que c'est le champ le plus simple. D'accord, il n'y a pas vraiment d'autres motivations. J'exagère un petit peu. C'est aussi un champ qui est compatible avec les symétries de l'espace-temps dans lequel on veut le faire évoluer, dans l'espace-temps de Friedmann-Lemaitre. Mais si on prend un champ scalaire, on peut calculer la chose suivante, qui est que donc vous prenez un champ scalaire, donc en chaque endroit de l'espace et du temps, vous avez une valeur phi, et la dynamique de ce champ, en fait, c'est un petit peu comme si vous lanciez une petite bille dans un potentiel, dans une gouttière, mettons, qui a une altitude donnée par cette fonction v de phi.
Et lorsque vous faites ça, en fait, ce champ scalaire, il mime un fluide, c'est-à-dire il va vous donner les mêmes équations que celles d'un fluide. Si vous remplacez son énergie par la somme de son énergie cinétique, ça c'est la vitesse au carré divisé par 2, plus son terme d'énergie potentielle, donc cette formule elle est évidente en physique classique. Et la pression, elle par contre, est donnée par la différence entre ces deux termes. La pression pour un champ scalaire, pression effective, c'est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et là vous dites, ah ben c'est super parce que moi ce que je voudrais c'est réaliser A double point positif. On a vu que ça demandait un terme de pression négative, ben là je vois ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse un champ qui a une énergie potentielle qui est plus grande que son énergie cinétique, ça va me donner une pression négative. Plus exactement, il faut que ρ plus 3p soit négatif pour que A double point soit positif. Et donc ρ plus 3p, si vous faites le calcul, ça vous dit qu'il faut que l'énergie potentielle soit plus grande que 2 fois l'énergie cinétique. Donc la conclusion de cette discussion, c'est que si jamais vous trouvez dans la physique un champ, donc une particule élémentaire, qui possède une énergie potentielle qui est telle que si vous lancez le champ qui roule dans son énergie potentielle, il a une énergie cinétique qui est plus petite que son énergie potentielle, alors ce champ va réaliser l'inflation. Évidemment, ça c'est très séduisant sur le papier, mais en pratique c'est difficile. Alors la raison pour laquelle c'est difficile, c'est que ce régime où l'énergie cinétique est petite devant l'énergie potentielle, c'est ce qu'on appelle le régime de roulement lent. Donc, on dit slow roll en anglais, je le dis parce que personne ne dit roulement lent en français, donc souvent les gens utilisent le terme anglais. Et donc physiquement, intuitivement, qu'est-ce qu'il faut réaliser pour avoir ce régime de roulement lent? Il faut que la fonction potentielle ici elle soit suffisamment plate. Si vous avez une pente très très faible et que vous lâchez une bille dessus, la bille elle roule tout doucement le long de la pente, donc son énergie cinétique est faible, donc elle est bien plus faible que son énergie potentielle. Par contre, si la pente est très forte, la bille va très rapidement tomber et va acquérir une vitesse importante et cette condition ne sera pas réalisée. Donc il faut une fonction potentielle qui soit suffisamment plate et ça on sait que c'est difficile à construire en physique des hautes énergies puisque lorsqu'on essaye de construire des modèles inflationnaires avec des fonctions potentielles qui sont suffisamment plates, souvent ces fonctions elles sont sujettes à des corrections quantiques qu'on appelle des corrections radiatives qui viennent modifier la forme du potentiel et qui vont le rendre en général beaucoup trop pentu. Donc ce n'est pas impossible, il faut, en termes techniques, il faut trouver des symétries fondamentales de la nature qui protègent la fonction potentielle contre ces corrections. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces corrections radiatives qui sont là de manière générale, dans certains cas, elles vont s'annuler à cause de symétries qui protègent la fonction potentielle, mais le message que je veux faire passer en tout cas, c'est que ce n'est pas si évident que ça de construire des modèles d'inflation, et ça a occupé les gens pendant très longtemps. Donc évidemment, on ne connaît pas l'inflaton, on ne sait pas quelle est la particule à l'origine de l'inflation. Ça pourrait être le boson de Higgs. Pendant très longtemps, un des arguments contre l'inflation, ça a été de dire « Ah, mais vous faites l'inflation avec un champ scalaire, on n'a jamais vu de champ scalaire dans la nature. » Parce que c'est vrai, il n'y a aucune particule qui est décrite par un champ scalaire. Donc ça se trouve, il y a un principe premier qui empêche l'existence de champs scalaires. Alors c'est plus vrai depuis quelques années, puisqu'on a découvert le boson de Higgs co-LHC qui est un champ scalaire, qui est décrit par un champ scalaire. Et non seulement le boson de Higgs est un champ scalaire, mais il se trouve que quand on calcule la fonction potentielle du boson de Higgs, en tout cas la fonction potentielle qui l'acquiert dans l'univers primordial à très haute énergie, en fait, il est tel que cette condition est réalisée. Et non seulement il est tel que cette condition est réalisée, mais en plus, il donne lieu à des prédictions qui sont très proches de ce qu'on observe dans le fond diffus cosmologique. Donc, peut-être que l'inflation, ça pourrait être le boson de Higgs. Mais, comme ça se situe, l'inflation des ordres de grandeur au-delà du LHC, ça pourrait être aussi d'autres particules qu'on n'a pas encore découvertes. Par exemple, des particules de la supersymétrie, qui prédit de nombreux champs scalaires, ou alors associées à d'autres extensions du modèle standard, la supergravité, la théorie des cordes, la théorie de grande unification, qui était évoqué précédemment, ou autre chose. Donc on ne sait pas. Il y a plein de modèles, il y a des dizaines, même des centaines de modèles d'inflation qui ont été proposés, donc des centaines de champs scalaires différents avec des fonctions potentielles différentes pour essayer de réaliser cette phase inflationnaire. Alors, tout ça, on dit que c'est des post-dictions, c'est-à-dire l'inflation, pour l'instant, n'a rien réalisé. L'inflation explique le problème de l'horizon, et là, je vous ai donné un mécanisme pour réaliser la phase de l'inflation. Mais ce qui a vraiment fait que l'inflation est devenue une des théories, disons, majeures en cosmologie, c'est le fait qu'avec l'inflation, on peut faire une prédiction. Alors, quelle est cette prédiction? Cette prédiction concerne celle des fluctuations quantiques. Je vous rappelle qu'en vertu du principe d'incertitude de Heisenberg, en mécanique quantique, vous avez deux quantités dont on dit qu'elles sont conjuguées, qui sont l'énergie et le temps.
Ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez une certaine incertitude sur l'énergie delta E, elle est associée à une incertitude d'énergie sur le temps, dont le produit est forcément égal ou supérieur à une constante fondamentale de la physique, qui est la constante h bar. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous pouvez emprunter au vide une certaine quantité d'énergie delta E, mais vous allez devoir lui rendre au bout d'un instant delta T, qui est d'autant plus court que la quantité d'énergie que vous avez empruntée est grande. Donc si vous voulez, c'est un peu comme si vous alliez voir votre banquier, que vous lui demandiez de l'argent, et que le banquier vous dise toujours oui, peu importe le montant que vous demandez, mais par contre il vous demande de le rembourser, d'autant plus vite que la quantité d'argent que vous avez empruntée est grande. Donc, si vous lui empruntez 1 000 €, il veut bien que vous le rendiez dans un mois, mais si vous lui empruntez 100 000 €, il faut que ce soit à la fin de la journée, et si c'est 10 milliards, il veut bien, mais il faut lui rendre dans une microseconde. Bon, vous n'avez pas le temps d'en faire grand-chose. Donc le vide quantique, c'est à peu près pareil. Les échelles de grandeur sont évidemment très très faibles, puisque la constante de Planck ça prend une valeur qui est très faible, 10 puissance moins 51 kg/s. Donc si vous voulez emprunter un proton au vide qui pèse 10 puissance moins 27 kg, il veut bien vous le donner, mais il faut lui rendre 10 puissance moins 25 secondes après, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas le garder très longtemps en main. Et si vous voulez emprunter un électron, comme un électron c'est plus léger qu'un proton, vous pouvez le garder plus longtemps, l'univers est généreux, mais il vous le laisse que 10 puissance moins 21 secondes, ce qui n'est pas très long. Alors, il y a ces fluctuations quantiques du vide qui existent et qui font qu'en permanence, des paires de particules se créent, par exemple une paire d'un électron et d'un positron, mais cette paire va vivre un instant très très court, 10 puissance moins, je ne sais plus ce que j'ai dit, 21 secondes. Et donc, au bout d'un temps très court, le vide va les reprendre, ils vont s'annihiler, et donc ils vont disparaître automatiquement. Alors maintenant, vous pourriez faire un jeu qui est, vous prenez une boîte comme ça, vide, et vous appliquez dessus un champ électrique qui est très intense. Alors si vous faites ça, à un moment donné, spontanément, une paire d'électrons et de positrons va se créer et puis va vivre 10 puissance moins 21 secondes. Mais si le champ électrique est très intense, normalement l'électron il doit descendre le champ électrique parce qu'il y a une charge négative, et le positron, lui, il doit remonter le champ électrique parce qu'il y a une charge positive. Et puis 10 puissance moins 21 secondes après, quand le vide vous réclame les particules, si elles ont été envoyées à des bouts, au bout opposé de la pièce, elles ne se recombinent plus, d'accord, parce qu'elles sont séparées. Et donc là, vous avez créé des particules à partir du vide. Donc la conclusion, c'est que si vous appliquez un champ électrique très intense au vide, vous allez créer des particules, création spontanée de particules, qui est un mécanisme quantique. Ce n'est pas de la science-fiction, cet effet, il existe vraiment, ça s'appelle l'effet Schwinger, et puis il a été observé depuis de nombreuses années maintenant, avec des mesures qui sont faites là-dessus. Alors maintenant, imaginons ce qui se passe si, au lieu d'appliquer un champ électrique, j'applique un champ gravitationnel. En physique classique, c'est pareil, c'est un champ de force. Vous créez une particule et une antiparticule. La particule a une masse positive, donc elle tombe dans le champ électrique. L'antiparticule a une masse négative, donc elle remonte le champ, gravitationnel, je veux dire. Et donc au bout d'un moment, c'est pareil. Si votre champ gravitationnel est suffisamment intense, vous allez de la même façon créer des particules à partir du vide. Et cet effet, il est bien connu aussi. C'est ce qu'on appelle l'effet Hawking, parce qu'il a été étudié d'abord par Hawking. Au voisinage des trous noirs, les trous noirs, c'est des objets qui génèrent un champ gravitationnel tellement intense qui peuvent créer des particules à partir du vide quantique. Et donc un observateur qui se trouve très très loin du trou noir, lui ce qu'il voit c'est des particules qui lui parviennent, qui ont été créées par ce phénomène de création spontanée au voisinage de l'horizon du trou noir. Et donc il voit un rayonnement de particules qui lui provient, qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Alors quel rapport avec la cosmologie et avec l'inflation? C'est parce que pendant l'inflation il se passe exactement la même chose. Sauf que ce qui joue le rôle du champ électrique ou ce qui joue le rôle du champ gravitationnel maintenant c'est l'expansion de l'espace, mais qui remplit une fonction similaire. Donc l'idée, c'est que vous créez de façon spontanée des particules, et puis après, l'expansion les éloigne l'une de l'autre, puisque l'espace s'étend. Et donc, quand votre temps delta t égale h bar sur delta E est écoulé, les particules sont trop éloignées, elles ne peuvent pas se recombiner, et donc vous avez créé des particules. Donc l'idée, c'est que l'inflation crée des particules à partir du vide quantique. Et ça, c'est très important parce que ça vous dit que même si vous démarrez l'univers dans un état qui est vide, qui ne contient rien, vous allez créer des particules. Donc à la fin de l'inflation, vous allez peupler l'univers avec tout un tas de particules. Ces particules, elles se trouvent à des endroits qui sont aléatoires. C'est un mécanisme quantique, donc c'est un mécanisme qui est aléatoire par nature. Et donc vous allez spontanément créer des zones de l'espace qui ont un peu plus de particules que d'autres, donc des zones un peu plus denses que d'autres, et donc des zones dans le fond diffus cosmologique qui sont un peu plus chaudes que d'autres. Et donc, quand on reprend les fluctuations de température du fond diffus cosmologique, cette courbe que Françoise Combe a montrée tout à l'heure, donc c'est en gros la fluctuation de température en fonction de l'échelle, en fonction de la taille angulaire que vous mesurez sur le fond diffus cosmologique. Les points bleus, ce sont les points de mesure qui ont été réalisés par Planck, et la courbe rouge, c'est le calcul, c'est le résultat du calcul que vous menez pendant l'inflation et puis après la phase d'inflation, si vous supposez
que ces particules elles proviennent de ce mécanisme de création spontanée. Dans ces courbes, il y a 6 paramètres libres qui ont été fités, qui ont été ajustés ici dans cette figure de la collaboration Planck. Ici, il y a 2500 points de mesure. Là, c'est la température. Ici, vous avez la polarisation des photons. Donc, vous rajoutez 2000 et 2000, ça fait 4000 points de mesure. Vous avez 6500 points de mesure indépendants qui sont tous parfaitement expliqués avec 6 paramètres. Donc, c'est ce qui est relativement remarquable, avec des degrés de précision sur les mesures qui sont assez fantastiques. Et donc, ça a été une des choses qui ont un peu confirmé, en tout cas, qui ont renforcé la confiance des physiciens dans ce paradigme inflationnaire, puisqu'il fournit un mécanisme qui permet d'expliquer parfaitement les observations réalisées aujourd'hui. L'inflation n'est pas la seule théorie qui fait ça. Il existe certaines alternatives à l'inflation. Peut-être j'en dirai un mot à la fin. Mais en tout cas, toutes ces alternatives, elles reposent sur ce même mécanisme de création de particules à partir du vide quantique. Alors il se trouve que les détails de cette courbe rouge ici dépendent un petit peu, enfin même dépendent beaucoup, de la fonction potentielle que vous avez mise. Cette énergie potentielle V de phi dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque modèle d'inflation vient avec sa fonction V de phi différente. Et donc chaque modèle d'inflation vous prédit une courbe rouge un petit peu différente. Et donc comme on a des points de mesure bleus qui sont si bons, ça veut dire qu'il y a certains modèles dont on peut déjà dire aujourd'hui, eux, ils ne marchent pas. Parce qu'en fait, quand je fais calcul de la courbe rouge, donc la prédiction de ces petites fluctuations de température, dans ce modèle inflationnaire, je trouve quelque chose qui ne reproduit pas bien les données, et d'autres modèles qui fonctionnent bien. Alors là, vous avez une figure que vous ne pouvez pas lire, surtout ceux qui sont au fond de la salle, mais c'est fait exprès, parce que je ne vais pas la discuter en détail. Donc c'est une figure qui reprend, en termes techniques, ce qu'on appelle l'évidence bayésienne, c'est-à-dire c'est la probabilité qu'un modèle fournisse la bonne explication pour les données. Et chaque petite barre ici que vous voyez, c'est un modèle d'inflation différent. Donc sur la figure ici, vous en avez 300 à peu près, qui sont les 300 modèles d'inflation qui ont été proposés dans la littérature qui contiennent un champ scalaire. Et la longueur de la barre, donc les modèles qui ont une barre qui s'étend beaucoup vers la gauche, sont des modèles qui sont exclus, ça veut dire qu'ils ont une probabilité de fournir la description correcte de l'inflation qui est très faible, alors que les modèles qui ont une petite barre là vers la droite, eh bien, ce sont des modèles qui sont excellents. D'accord ? Alors, par exemple, vous ne pouvez sûrement pas voir, mais au bout de mon laser, ici, il y a écrit HI. HI, ça veut dire Higgs Inflation. Donc, c'est le modèle où l'inflation est réalisée par le champ de Higgs. Vous voyez que c'est un des meilleurs, puisqu'il y a une petite barre qui va vers la droite. Mais vous avez d'autres modèles. Alors, par exemple, attendez, si je trouve, celui qui s'appelle LFI, voilà. Là, vous en avez un qui est LFI, LFI2, celui-là. Ça, c'est la proposition de André Linde. André Linde a proposé beaucoup d'autres modèles après qui fit beaucoup mieux les données, mais c'est la proposition historique qu'il a réalisée, où le potentiel de l'inflation, c'est juste un m carré phi carré, donc vous donnez juste un terme de masse à l'inflaton, et ce modèle est à présent totalement exclu par les observations. Donc le message à prendre de cette figure, c'est qu'il existe plein de modèles d'inflation, il en existe plein qui permettent d'expliquer les données, mais il en existe énormément qu'on a pu exclure grâce à des observations de plus en plus précises. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle campagne d'observation du fond diffus cosmologique, on exclut davantage de modèles. Donc, évidemment, on est encore très loin de pouvoir identifier le modèle d'inflation, puisqu'il y a plein de possibilités qui sont offertes par la physique des particules au-delà du modèle standard. Mais on progresse néanmoins dans notre compréhension, principalement par exclusion, c'est-à-dire en prouvant que certaines théories ou certains modèles sont faux, mais c'est souvent comme ça que la physique avance. Et donc on a aujourd'hui quelques modèles qui sont favorisés, qui ont certains points communs, donc ça permet aussi d'apprendre certaines grandes propriétés de ce que doit être le mécanisme d'inflation. Mais évidemment, la quête n'est pas finie, hein. On a besoin d'observations plus précises et on va en obtenir pour pouvoir avancer dans cette étude. Alors, il y a certaines questions qui sont ouvertes, hein, enfin, en tout cas, qui restent ouvertes. Il y a une question qui est de savoir quel est le champ scalaire qui réalise l'inflation, par exemple. Une question qui a été ouverte pendant très longtemps, c'est un peu paradoxal, c'est est-ce que l'inflation rend l'univers homogène ? Alors pourquoi je dis que c'est paradoxal ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'inflation a été proposée au début des années 80 pour expliquer pourquoi l'univers est homogène aux grandes échelles. Et la façon dont on explique ça, c'est on dit « Ah, mais s'il y a une phase d'inflation, l'horizon cosmologique devient énorme, donc je peux mettre toutes les observations du fond diffus cosmologique à l'intérieur d'un même horizon, et donc j'explique qu'il y a pu y avoir un mécanisme causal qui a rendu l'univers homogène. » Mais ce mécanisme, on n'a jamais dit ce que c'était, et en plus de ça, toutes les personnes qui font de la physique inflationnaire
ils supposent toujours, quand ils résolvent les équations de Einstein, ils supposent toujours initialement que l'univers est homogène. Pourquoi on fait ça? C'est parce que sinon c'est très très dur, les équations de Einstein. Donc seulement quand l'univers est homogène, on arrive à résoudre ces équations de façon analytique ou quasi analytique. Mais c'est un peu paradoxal, puisque si je vous dis que j'ai une théorie qui explique pourquoi l'univers est homogène, et puis quand je résous les équations, je commence en supposant que l'univers est homogène, en fait, j'ai rien expliqué. Donc pendant longtemps, les gens étaient très inquiets de ça, notamment un des pères fondateurs de l'inflation, qui s'appelle Paul Steinhardt, qui s'est ensuite un peu ravisé et qui a dit que en fait, il y avait quand même un problème qui était qu'on n'avait jamais montré que l'inflation rendait l'univers homogène. Alors cette question est en train d'être fermée. Ça a commencé il y a quelques années, ce n'est pas totalement terminé, mais depuis quelques années, on arrive à faire des codes numériques de relativité générale. Donc on résout les équations de Einstein de façon entièrement numérique, en partant de conditions initiales qui sont fortement inhomogènes. Donc vous démarrez dans un univers où vous avez votre champ scalaire, mais vous lui faites prendre des valeurs qui sont très différentes d'un point à un autre. Et ensuite, vous résolvez les équations d'Einstein et vous voyez ce qui se passe. Et ce que les gens voient, là, c'est une simulation qui est toute récente, ça date d'un article de Christian Johanna, 2024, donc qui était étudiant à Louvain-la-Neuve en Belgique, qui est maintenant un postdoctorant en Chine, et qui a résolu ces équations. Ici, vous avez une photographie de sa simulation, en fait une petite zone de sa simulation, à différents instants. Donc, quand vous êtes de la gauche vers la droite, le temps croît. Et ce que vous voyez, c'est qu'initialement, vous avez en effet des zones de... Je vais prendre par exemple cette ligne-là, qui représente la densité d'énergie de l'univers. Donc initialement, vous avez des zones très énergétiques, des zones avec beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de matière, si vous voulez. Initialement, ce contraste de densité d'énergie croît, mais au bout d'un moment, en fait, l'inflation démarre. Et quand l'inflation démarre quelque part, elle s'étend rapidement partout et elle rend l'univers très très vite parfaitement homogène. Ici, dans la dernière figure, vous voyez la densité d'énergie est partout la même, la couleur est la même dans toute la carte. Donc vous avez rendu l'univers homogène et l'inflation a réussi à démarrer. Donc ça, c'est, je dirais, 95-96% des simulations numériques aujourd'hui donnent ce résultat. Il y a encore quelques simulations qui montrent peut-être, qui suggèrent que c'est peut-être pas si facile que ça de démarrer l'inflation, mais il y a beaucoup de questions d'ordre numérique qui ont besoin d'être résolues pour pouvoir conclure de façon définitive. En tout cas, ça semble aller dans cette direction. Alors, un des résultats inattendus de ces simulations, c'est notamment le fait qu'il peut se produire, dans cette phase initiale où les fluctuations de densité sont importantes, il peut se produire qu'un trou noir se forme, avant même que l'inflation démarre. Ce qu'on appelle un trou noir pré-inflationnaire. Là, c'est un zoom sur une partie de la simulation, toujours la même, celle de Christian Johanna, donc c'est vraiment un zoom où vous voyez au centre de l'image, vous voyez ce point rouge très chaud qui correspond à un trou noir qui s'est formé avant même que l'inflation démarre, la raison étant que ces fluctuations de densité, si vous les prenez trop fortes au début, elles peuvent s'effondrer sur elles-mêmes, et si elles sont suffisamment importantes, elles fabriquent un trou noir. Alors au début, les gens ont pensé que ces trous noirs, c'était catastrophique, parce que ça allait empêcher totalement l'inflation de démarrer, et que c'était probablement une grande difficulté pour l'inflation. En fait, en analysant de plus près, les gens ont remarqué que c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que le trou noir avale une grosse partie de ce qu'on appelle l'énergie de gradient, qui est l'énergie contenue dans le champ associée au fait qu'ils prennent des valeurs différentes en différents points. Donc vous avez ce qu'on appelle un terme de gradient qui est lié à ça, la différence dans la valeur du champ en différents points de l'espace. Et cette énergie de gradient, elle est avalée par le trou noir, et au voisinage du trou noir, dans le voisinage proche du trou noir, au contraire, le champ est lissé, il devient homogène partout, et là, l'inflation démarre. Et en fait, ce que les gens qui font ces simulations numériques ont trouvé, c'est qu'en réalité, très souvent, c'est un trou noir qui démarre l'inflation. Donc un trou noir qu'on dit pré-inflationnaire se forme quelque part, et au démarrage, l'inflation démarre. Et une fois que l'inflation démarre, comme elle fait grandir la taille de l'univers très très vite, la zone inflationnaire remplit toute la simulation, l'inflation a lieu partout, et donc elle rend l'univers homogène. Évidemment, sauf à l'endroit de ce trou noir qui peut continuer à exister, mais partout ailleurs, vous avez un univers qui grandit et qui inflate. Alors, ça me permet de faire la transition avec la dernière partie de ma présentation, qui est celle des trous noirs au sens large. Donc, ce qu'on commence à comprendre depuis quelques années, c'est que les trous noirs jouent un rôle important pendant l'inflation.
L'idée de ces trous noirs, et en particulier les trous noirs primordiaux, est restée un peu exotique pendant plusieurs années, notamment parce que, même si le trou noir c'est une très vieille idée, on n'avait jamais observé de trous noirs. Donc on ne savait pas vraiment s'ils existaient. Donc de là à leur donner un rôle important en cosmologie, c'était difficile de franchir le pas. Mais depuis quelques années, on a plusieurs observations qui suggèrent l'existence de trous noirs. L'émission d'ondes gravitationnelles, sur laquelle je reviendrai, mais de façon peut-être plus imagée ou plus parlante, l'observation directe, optique, de trous noirs. Ici, vous avez une photographie prise par la collaboration Event Horizon Telescope du trou noir qui se situe au centre de notre galaxie, qui est un trou noir supermassif, donc, dont la masse est extrêmement importante. Les trous noirs supermassifs sont les trous noirs qui pèsent entre 1 million et 1 milliard de fois la masse du Soleil. Je reviendrai dessus à la fin également. Et donc, ce dont on a appris, c'est que, là je crois que j'ai une petite animation, voilà, ça c'est notre galaxie à nous, alors évidemment, ce n'est pas une vraie image, parce que nous on est dedans, mais c'est une reconstitution. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que si on était capable d'aller voyager vraiment vers le centre de la galaxie, eh bien, on finit par arriver dans une région où les étoiles, j'attends un peu que la reconstruction arrive jusqu'à cet endroit-là, où la trajectoire des étoiles est anormale et semble orbiter autour d'un astre extrêmement massif. On va bientôt arriver dans cette région, je crois. Voilà. Donc là, les étoiles devraient commencer à bouger. Vous voyez notamment celle-là, il y a un moment donné où quand elle passe, boum, elle fait sa trajectoire est extrêmement accélérée. Donc ce dont on s'est rendu compte, c'est que la raison pour laquelle elle était autant accélérée, c'est qu'elle orbite autour d'un trou noir. Et ce trou noir, il a une masse extrêmement importante. Et donc récemment, on a pu imager, et dans ce qu'on ne voit pas sur cette vidéo-là, mais on a pu produire une image du trou noir, en fait une image du disque d'accrétion autour du trou noir, qui est échauffé par friction et confirmer l'existence d'un trou noir au centre de la galaxie. Donc ce trou noir est extrêmement massif, il en existe d'autres dans l'univers qui le sont moins. Et l'idée, c'est que pendant la phase d'inflation cosmologique, vous avez ce mécanisme de création de particules. Rappelez-vous, donc de façon spontanée, je crée des particules. Donc de façon spontanée, à la fin de l'inflation, il existe des endroits de l'espace où j'ai un peu plus d'énergie, un peu plus de matière, et d'autres où j'ai un peu moins de matière. Alors la façon dont on peut décrire ça mathématiquement, c'est en disant que c'est comme si j'avais plein d'ondes un peu incohérentes, enfin cohérentes mais réparties de façon aléatoire dans l'espace, et que donc ces ondes sinusoïdales à certains endroits s'ajoutent pour donner une grande quantité de matière, un grand pic dans la densité de matière, et à certains endroits, au contraire, se compensent et donnent une quantité de matière moins importante. Alors quand vous faites le calcul en détail, ce que vous observez, c'est qu'il doit exister à certains endroits, c'est très rare, mais il doit exister certains endroits de l'espace où toutes ces ondes s'ajoutent et donnent une quantité de matière et une quantité de masse très importante. Donc il doit donner un grand pic dans le champ de densité. C'est un petit peu analogue à ce qu'on appelle les vagues scélérates, où vous avez comme ça, en dynamique des fluides, de façon aléatoire, certains endroits, une très grande vague qui se produit juste par addition de vagues différentes. Ça, c'est la peinture de Hokusai qui représente ça, qui date du 19e, je crois, début du 19e. Mais évidemment, ces vagues, elles sont vraiment observées à la surface de la mer. Et donc, l'idée, c'est qu'elles ont probablement... elles existent aussi dans l'univers primordial. Et donc, si ces vagues, donc si ces pics de densité sont suffisamment importants, alors ils devraient s'effondrer et fabriquer un trou noir juste après l'inflation. Donc ces trous noirs, on les appelle les trous noirs primordiaux pour les distinguer d'autres trous noirs qu'on appelle dans le jargon les trous noirs astrophysiques, qui sont les trous noirs plus classiques qui se forment par effondrement d'une étoile en fin de vie. Une étoile en fin de vie, quand elle a brûlé tout son combustible, elle n'a plus de pression de radiation pour maintenir sa structure, elle est sujette aux forces de gravité qui ont tendance à l'effondrer sur elle-même, et si sa masse est suffisamment grande, le produit final de cette phase d'effondrement peut être un trou noir. Donc les trous noirs qu'on a observés jusqu'ici, on pense qu'ils sont d'origine peut-être astrophysique, c'est-à-dire ils proviennent d'étoiles anciennes qui sont mortes et puis qui, en s'effondrant, ont fabriqué un trou noir. Là, les trous noirs dont je parle sont très différents par nature puisqu'ils se sont fabriqués dans l'univers primordial juste après l'inflation, c'est-à-dire bien avant que les premières étoiles n'existent, bien avant le fond diffus cosmologique. Donc ce n'est pas un cadavre d'étoile dont je suis en train de parler, c'est vraiment une fluctuation de densité dans l'univers primordial qui a fabriqué un trou noir dès le tout début.
Donc ce sont des objets qui sont présents depuis le tout début, depuis l'univers primordial. Comme c'est des trous noirs, ils n'émettent aucun rayonnement, à part la radiation de Hawking dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est négligeable. Sinon, ils n'émettent pas de lumière puisque rien ne s'échappe d'un trou noir, c'est pour ça qu'on les appelle des trous noirs, hein, ils sont noirs. Et enfin, ils interagissent uniquement via la gravité, c'est-à-dire que les objets autour des trous noirs ressentent la présence du trou noir, puisqu'ils ressentent l'attraction gravitationnelle qui est générée par le trou noir, mais à part ça, ils ne voient rien. Et en fait, si vous réfléchissez, les 3 propriétés que je viens d'énoncer, c'est exactement les propriétés qu'on recherche pour la matière noire. Qu'est-ce que c'est la matière noire? La matière noire, c'est un objet, une espèce dans l'univers qui a des effets gravitationnels, puisqu'on voit ces effets sur les courbes de rotation de galaxies, sur la dispersion de vitesse dans les clusters, etc. Tout ce dont Françoise Combe a parlé il y a 1 heure, mais qui n'émettent pas de lumière, puisqu'on n'arrive pas à les voir dans les observations optiques ou rayons X, etc. Donc l'idée, c'est que peut-être ces trous noirs sont en fait la matière noire. Peut-être que la matière noire est simplement faite de trous noirs primordiaux. Il n'y a pas de nouvelle espèce de particules dans la physique des particules. Peut-être que ce sont des trous noirs primordiaux. Alors, cette idée est séduisante, mais elle n'est pas non plus totalement sans contrainte. Hein, les gens ont travaillé dessus depuis longtemps. L'idée des trous noirs primordiaux, c'est très ancien. Ça a été proposé par Hawking et surtout par son étudiant qui est Bernard Carr il y a longtemps déjà. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est resté un peu exotique pendant de nombreuses années. Ça a regagné de l'intérêt récemment pour plusieurs raisons, certaines observationnelles, d'autres plus théoriques. On comprend mieux ces objets, surtout on comprend mieux comment ils pourraient être fabriqués dans l'univers primordial. Ici, je vous ai mis un diagramme qui représente les contraintes qu'on a sur la quantité de matière noire qui pourrait être faite de trous noirs primordiaux. Donc ce oméga PBH sur oméga dm, c'est la fraction de la matière noire qui est contenue dans les trous noirs primordiaux. Donc quand elle est égale à 1, ça vous dit que toute la matière noire est faite de trous noirs primordiaux, en fonction de la masse des trous noirs primordiaux, ici en grammes et puis ici en masse solaire. Alors vous avez certaines contraintes, par exemple, si les trous noirs primordiaux sont très légers, s'ils pèsent 10 puissance 12, 10 puissance 15 grammes, ce sont des trous noirs qui devraient s'évaporer aujourd'hui à cause de la radiation de Hawking, donc ils devraient produire un rayonnement électromagnétique qu'on ne voit pas, donc ça permet d'exclure. À l'opposé, sur des trous noirs qui ont des masses extrêmement importantes, en fait, au-delà de 10, 100 masses solaires, c'est aussi quelque chose qui est exclu parce qu'il devrait laisser une trace dans le fond diffus cosmologique qu'on n'a pas observé. Et puis, au milieu, vous avez un certain nombre d'intervalles de masse qui est également exclu à cause de ce qu'on appelle le micro-lentillage gravitationnel, c'est-à-dire c'est le fait que ces trous noirs, s'ils existent, ils doivent produire une lentille gravitationnelle du fond qu'il y a derrière, comme Françoise Combe expliqué tout à l'heure. La lumière qui provient des galaxies lointaines devrait être déviée par ces trous noirs. Et donc vous devriez voir une image distordue des galaxies, par exemple, distordue d'une certaine façon, ce qu'on n'observe pas, et ce qui permet d'exclure aussi que la matière noire soit faite de trous noirs dont la masse serait autour de entre 10 puissance moins 10 et on va dire une masse solaire. Les zones jaunes, ici, je ne commande pas parce qu'elles sont controversées aujourd'hui et probablement elles ne sont pas là où elles devraient être. Donc, vous pouvez les ignorer. Et ce que vous voyez, c'est qu'il existe en fait 2 fenêtres de masse. Hein, si les trous noirs primordiaux sont fabriqués avec une masse qui est en gros entre 10 puissance moins 15 et 10 puissance moins 10 masse solaire, ils pourraient constituer l'entièreté de la matière noire. Et puis il y a une autre petite fenêtre de masse ici, autour de quelques masses solaires, qui n'est pas encore exclue. Alors, une des raisons tout à l'heure pour laquelle que je mentionnais, qui est à l'origine du regain d'intérêt dans les trous noirs primordiaux, c'est aussi les observations d'ondes gravitationnelles. Je vais en dire un mot. Donc l'idée, c'est que, comme vous le savez certainement, depuis 2015, on observe de façon directe des flux d'ondes gravitationnelles qui proviennent d'événements extrêmement violents dans l'univers, tels que la fusion de 2 trous noirs. Ici, vous avez une simulation de ce que vous verriez si vous aviez été proche du système GW150914, qui est le système binaire de trous noirs qui a donné lieu à la première observation d'ondes gravitationnelles en 2015, donc, c'est ce que 2015 ici indique. Et donc, l'idée, c'est que quand 2 trous noirs se rapprochent l'un de l'autre, ils se tournent l'un autour de l'autre. Ils émettent des ondes gravitationnelles. À cause du fait qu'ils émettent des ondes gravitationnelles, le système perd de l'énergie, puisque l'énergie s'échappe par l'intermédiaire de ces ondes. Et comme ils perdent de l'énergie, les 2 trous noirs se rapprochent l'un de l'autre jusqu'à un stade final, qu'on appelle le stade de fusion, où les trous noirs fusionnent. Et à ce moment-là, vous avez un pic très important dans l'émission d'ondes gravitationnelles. L'idée, c'est que le détail des ondes gravitationnelles que vous recevez vous fournit un certain nombre d'informations. Alors, ils vous permettent de calculer la masse des 2 trous noirs qui fusionnent,
la façon dont ils se sont approchés l'un de l'autre. Et puis un autre paramètre dont je vais parler dans un instant. Ici, je vous ai juste mis un diagramme qui reprend un certain nombre d'événements de fusion qui ont été observés par les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Donc, ils sont au nombre de 3 aujourd'hui, LIGO, Virgo et puis Kagra en Inde. Les points bleus, ici, vous voyez par exemple celui-là, ce que veut dire ça, c'est que ce que veut dire cet ensemble de flèches, c'est que vous avez un trou noir qui devait faire à peu près 8 masses solaires, qui a rencontré un trou noir qui devait faire, je sais pas, 12 ou 13 masses solaires, et ensemble, ils ont fusionné pour donner un trou noir qui en fait 20. Alors, si vous faites un rapide calcul, vous voyez que ici, 8 plus 13, ou ça fait plus que 20. Pourquoi est-ce que le trou noir final il a une masse qui est inférieure à la somme des masses de trous noirs dont il provient? C'est simplement parce qu'une partie de l'énergie a été perdue par émission d'ondes gravitationnelles. Donc, il y a une partie substantielle de la masse qui s'échappe par ondes gravitationnelles, mais sinon, ce qu'on observe, ce que les données ont permis d'observer, c'est qu'il existe une population de trous noirs dans l'univers dont les masses varient entre quelques masses solaires et quelques dizaines de masses solaires, on va dire ici 20-30 masses solaires, qui ont tendance à fusionner, et on est capable d'observer les ondes gravitationnelles qui résultent de ces événements de fusion. Alors, le fait qu'il n'y a pas sur ce diagramme, ici c'est les étoiles à neutrons en jaune, le fait qu'il n'y ait pas sur ce diagramme de trous noirs de masse plus petite que 2, 3, 4 masses solaires ne veut pas dire qu'il n'existe pas, c'est simplement que l'intensité du signal qu'on reçoit, il est d'autant plus grand que la masse est importante. Et donc nos appareils, ils ont une résolution qui est finie. Donc en pratique, si 2 trous noirs qui faisaient chacun 10% à la masse du Soleil se rencontraient et fusionnaient, eh bien on ne les verrait pas. Et c'est très dommage, puisque ce que nous dit l'astrophysique, c'est que pour qu'une étoile s'effondre en trou noir, il faut qu'elle pèse au moins 1,4 fois la masse du Soleil. Ce qui veut dire qu'il n'existe pas de trou noir astrophysique, qui pèse moins que 1,4 fois la masse du Soleil. C'est impossible, puisqu'une étoile plus légère que ça n'aurait jamais formé de trou noir, du tout. A contrario, un trou noir primordial, lui, il a la masse qu'il veut, parce que la masse du trou noir primordial, il est relié à, disons, à l'instant pendant l'inflation où la grande fluctuation de densité a été construite. Donc on peut facilement fabriquer pendant l'inflation des trous noirs qui ont une masse égale à 10% fois la masse du Soleil, voire beaucoup, beaucoup plus petit. On peut fabriquer un trou noir de 1 kg si on veut. Il va être très vite évaporé, il ne vivra pas jusqu'à aujourd'hui. Mais... Donc si jamais on était capable de voir des trous noirs qui pesaient moins de 1 fois la masse du Soleil, on aurait la confirmation instantanée que ce trou noir est d'origine primordiale. Il ne peut pas être astrophysique. Il ne peut pas résulter de l'effondrement d'une étoile. Malheureusement, les expériences ne nous permettent pas d'atteindre ces barres d'erreur, enfin ces seuils de détection, mais peut-être ce sera le cas d'ici 10 ou 20 ans. Et à ce moment-là, s'il existe des trous noirs primordiaux en quantité suffisante, on devrait être capable de les observer. Alors, je m'approche de mon temps est presque écoulé, mais j'ai quasiment fini. Ici, je vous ai mis, pour plein d'événements de fusion de trous noirs, les contraintes qui existent sur quelques paramètres. M1, ici, c'est la masse du premier objet. D'accord, donc en masse solaire, donc de 0 à 150 masses solaires. Donc ici, vous voyez par exemple cet objet-là, eh bien, le premier trou noir avait une masse qui devait être autour de, je ne sais pas, 20 masses solaires, par exemple. Ici, vous avez la contrainte sur la masse du deuxième objet, la deuxième masse. Q, ici, c'est le rapport entre les masses, M1 et M2. DL, c'est la distance luminosité du système. Mais le paramètre sur lequel je voudrais m'intéresser, c'est ce qui effectif. Vous ne voyez peut-être pas que c'est écrit, mais peu importe. Et ce paramètre ici, il mesure le spin des trous noirs, c'est-à-dire il mesure leur vitesse de rotation sur eux-mêmes. Alors pourquoi ce paramètre m'intéresse? Parce que normalement, quand une étoile s'effondre et fabrique un trou noir, sa taille diminue énormément, puisque une étoile, c'est un objet très très gros. Le trou noir, il est très compact, très dense, donc sa taille diminue. Et vous connaissez probablement l'effet du patineur, hein, si vous faites du patinage artistique, j'en fais pas, donc je ne vais pas m'essayer à une démonstration, mais si vous tournez sur vous-même, et que vous tenez votre partenaire avec les mains tendues, sur la glace, si vous contractez les bras, si vous rapprochez votre partenaire de vous, votre vitesse de rotation sur vous-même va augmenter très fort à cause de la conservation du moment cinétique. Donc, quand un trou noir se forme, c'est pareil, l'étoile s'effondre, donc elle devient ramassée sur elle-même. Donc, même si elle tourne très peu vite sur elle-même, l'objet final, qui est le trou noir, il doit tourner très, 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 très vite. Donc, son spin doit être très grand. Le spin, c'est la rotation sur elle-même. A contrario, les trous noirs primordiales, quand ils se forment, il n'y a pas de réduction de taille de la surdensité. La surdensité, elle a la même taille au moment où elle commence à s'effondrer, au moment où le trou noir est produit. Et donc, la prédiction générale, un peu, disons, approximative, c'est qu'un trou noir primordial ne devrait pas avoir de spin. Et donc, ce que vous pouvez observer ici, c'est que tous ces événements, ils sont compatibles avec un spin égal à 0. Normalement, l'effondrement d'étoiles en trou noir devrait prédire un spin qui est plutôt proche de 1. 1 ici, c'est dans des unités naturelles.
le spin ne peut jamais dépasser 1. 1, c'est la valeur maximale dans ces unités-là. Donc on s'attend à avoir des objets, normalement, s'ils sont d'origine astrophysique, qui devraient avoir des valeurs de spin très grandes. Et il semble que ce ne soit pas tout à fait le cas, même si pour l'instant les données ne sont pas non plus extrêmement précises. Donc l'attention n'est pas statistiquement si significative que ça, mais on voit quand même qu'il y a une indication dans ce sens-là. Et ce que ça vous dit, c'est que si dans le futur, on devrait accumuler davantage de mesures et davantage de précision sur la mesure du spin et d'autres paramètres aussi des systèmes de binaires de trous noirs, et ça devrait permettre de distinguer trous noirs astrophysiques et trous noirs cosmologiques. Alors c'est mon dernier transparent. Les trous noirs primordiaux expliqueraient de nombreux problèmes. Celui de la matière noire dont j'ai parlé, celui des faibles spins observés par LIGO Virgo, et puis deux autres problèmes dont je n'ai pas parlé mais que je mentionne juste avant de m'arrêter. Le premier, c'est l'existence de trous noirs supermassifs. Donc ça, on ne comprend pas trop pourquoi. Je vous ai dit, au centre de la galaxie, il y a un trou noir qui est très très lourd, et il existe dans l'univers des trous noirs qui font 1 million, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millions fois la masse du Soleil. Évidemment, il n'y a pas d'étoiles qui font 1 million de fois la masse du Soleil, ça n'existe pas. Donc l'idée qu'on a, c'est que peut-être qu'une étoile qui fait, une très grosse étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil, s'est effondrée pour donner un trou noir qui fait de l'ordre de 10 fois la masse du Soleil, puis qu'après ce trou noir, il a avalé beaucoup de matière. Surtout ceux qui sont au centre de la galaxie, ils sont dans un environnement qui est localement très dense, donc ils avalent beaucoup de matière, on dit qu'ils accrètent de la matière, et ils grossissent au fil du temps. Et donc peut-être que s'ils grossissent, ils peuvent atteindre des masses qui sont aussi importantes que celles qu'on observe au centre des galaxies. Il semble que ce ne soit pas si facile que ça, c'est-à-dire quand on fait le calcul concrètement, quand on modélise le trou noir dans son environnement astrophysique, de ce qu'on comprend de l'environnement, des environnements denses au sein des galaxies, etc. Ce n'est pas si évident que ça d'atteindre les masses extrêmes qu'on voit au centre de la galaxie. Peut-être qu'en réalité, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, trou noir primordial, ça permettrait d'expliquer, parce que ce que je dis tout à l'heure, c'est que la masse d'un trou noir primordial, ce n'est pas contraint. Un trou noir primordial, ça peut être très léger, mais ça peut aussi être fabriqué avec une masse très importante. Et donc peut-être que ça expliquerait ça. L'autre actualité dans ce domaine toute récente, c'est que depuis très récemment, on observe des clusters de galaxies hypermassifs à très haut redshift, c'est-à-dire qui existent dans l'univers très jeune. Et on semble aussi observer, c'est le James Webb Telescope qui observe ça, des galaxies avec des niveaux de maturité stellaire très avancés, qui pourtant sont elles aussi à très haut redshift, c'est-à-dire à des stades très précoces de l'univers, qu'on a un peu de mal à expliquer dans le modèle standard de la cosmologie. L'idée, c'est que si vous avez des trous noirs primordiaux qui existent depuis le début, ces trous noirs primordiaux, ils agissent un petit peu comme des noyaux de condensation. Vous savez que si vous remplissez l'air de vapeur d'eau, mettons, et que vous mettez des petits grains de poussière ou des petits grains de sable, ils vont agir comme des noyaux de condensation et l'eau va se condenser, va former des gouttes d'eau autour de ces petits noyaux. C'est comme ça que la pluie, par exemple, tombe des nuages. Dans l'univers primordial, c'est un peu pareil. Si vous avez des trous noirs primordiaux, ils vont accélérer la formation des structures. Même si les fluctuations de densité sont faibles, ils vont attirer les zones denses autour d'eux, et donc ils vont démarrer la formation des galaxies et démarrer la formation des grandes structures plus tôt, et donc ça permettrait d'expliquer pourquoi est-ce qu'on observe ces objets extrêmes à des stades de l'univers où normalement on ne devrait pas encore les voir. Je termine juste là-dessus, je résume les 4 grands points que j'ai essayé de mettre en lumière ce soir. Donc, l'inflation a été proposée pour résoudre les problèmes du Big Bang Show, mais surtout ce qu'il a porté sur, disons, un niveau d'intérêt important pour les scientifiques, c'est le fait qu'il fournit un mécanisme de production des fluctuations primordiales de densité et que ce mécanisme est un mécanisme quantique. Ce qui est non trivial parce qu'on est quand même dans un cadre gravitationnel, on utilise la relativité générale, on ne sait toujours pas combiner la relativité générale et la mécanique quantique, donc des mécanismes dans lesquels vous avez à la fois de la physique gravitationnelle et à la fois de la physique quantique qui sont à l'œuvre. Il n'y en a pas beaucoup en physique, on ne connaît pas beaucoup d'exemples, et c'est évident qu'ils vont être clés pour comprendre comment mélanger la physique quantique et la relativité générale. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles l'inflation c'est intéressant. Ce mécanisme, il réalise des prédictions qui ont été confirmées par les observations astrophysiques à un degré de précision qui est absolument phénoménal. Néanmoins, il existe un certain nombre de questions qui demeurent, notamment la particule qui réalise l'inflation n'a toujours pas été identifiée. On ne sait pas non plus exactement comment elle se désintègre à la fin de l'inflation, comment elle donne lieu à toutes les particules du modèle standard qu'on connaît et qui composent l'univers aujourd'hui, les protons, les neutrons, etc. Et puis il y a certaines questions plus fondamentales, plus presque conceptuelles, je dirais, qui concernent aussi la façon dont ces fluctuations quantiques sont devenues classiques. J'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais simplement pour mentionner que ce mécanisme soulève des problèmes d'ordre plus fondamentaux pour la physique. Et puis finalement, j'ai évoqué les trous noirs primordiaux, et j'ai expliqué que s'ils existent, évidemment, encore une fois, cette partie de ma présentation est spéculative, on n'a aucune preuve de l'existence des trous noirs primordiaux,
aujourd'hui. Mais s'ils existent, alors ils permettraient de résoudre un certain nombre de problèmes en astrophysique et en cosmologie, notamment sur la matière noire. Ils permettraient aussi d'en apprendre davantage sur l'inflation, parce que si jamais on les met en évidence, ça vous dit que ces fonctions potentielles V de phi dont je parlais tout à l'heure, tous mes modèles d'inflation que j'ai présentés, certains prédisent l'apparition de trous noirs primordiaux, mais certains prédisent qu'ils n'apparaissent pas. Donc, quand j'avais ma liste de mes 300 modèles, là, et que j'ai dit certains, vous pouvez les jeter à la poubelle, d'autres, vous les gardez, si on observe les trous noirs primordiaux, vous allez pouvoir en jeter davantage à la poubelle, et là, vous êtes content. Et si vous avez la preuve que les trous noirs primordiaux n'existent pas, vous pouvez aussi en jeter d'autres, pas les mêmes, à la poubelle, et ça nous rendra contents également. Voilà, je m'arrête ici, et je vous remercie pour votre attention.